Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Piero San Giorgio, auteur de Survivre à la peur aux éditions Culture et Racines, et c'est préfacé par Laurent Bertone. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Alors Piero San Giorgio, on peut dire que vous avez un parcours très spécifique et très original. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez reçu pour votre précédent livre, Survivre à l'effondrement économique. Bien sûr, et j'avais trouvé ça très intéressant, ce livre aussi, parce que vous avez votre cohérence, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins vous avez cette cohérence et on va essayer de l'inventorier avec vous, Piero San Giorgio. Je rappelle quand même, parce que c'est ça qui m'a frappé, c'est que j'ai regardé un peu votre parcours. Vous étiez entrepreneur high-tech, vous occupiez des marchés émergents aussi bien en Europe de l'Est qu'au Moyen-Orient qu'à l'Afrique. Donc vous étiez à la fois financier, je sais pas, peut-être pas trader, mais au moins financier, enfin bon, pas loin. Vous avez amassé une certaine fortune. Et puis, il y a à peu près 20 ans, vous dites, oui, ça c'est très bien, mais ce n'est pas ça. L'essentiel. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est dans la survie. Alors, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous étiez quelqu'un qui avait très bien réussi dans ce que vous faisiez, les affaires, les marchés émergents, l'économie de pointe, la haute technologie. Qu'est-ce qui a provoqué, je dirais, un déclic? C'est vrai qu'après une vingtaine d'années dans les logiciels et travailler pour des grandes sociétés américaines en tant que cadre supérieur et même avec ma propre entreprise, j'ai eu un petit déclic qui était basé tout d'abord d'une conscience écologique, puisqu'en voyageant à travers le monde, je me suis rendu compte à quel point ces 4 milliards de personnes qui existaient lorsque je suis né, et ces 8 milliards aujourd'hui, consomment de plus en plus, utilisent des énergies, des matières premières, nécessitent de chauffage, transport, nourriture, et le résultat est une grande pollution qui détruit beaucoup les environnements. Sans même parler de réchauffement climatique, on reste vraiment du terre à terre, c'est la pollution des eaux, des sols, et la destruction d'environnement qui pousse aussi à ces vagues migratoires que l'on connaît. Et ça, c'était une première prise de conscience qui ajoutait à la prise de conscience des énergies. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient avec des grands groupes pétroliers, Total. J'étais proche de Margerie lorsqu'il s'occupait du Moyen-Orient pour Total, mais aussi dont j'ai bossé avec comme client Saudi Aramco, Koweït Petroleum et plein d'autres. Ouais. Et tous me disaient, voilà, à partir de 2020, attention, le pétrole bon marché, ça risque d'être plus difficile. Alors certes, les pétroles de schiste nous ont donné un petit peu plus de temps. Mais voilà, on arrive à un moment de tension et que donc la géopolitique s'en mêlera et s'en mêle. L'Irak n'était pas exactement un pays connu pour ses pâquerettes, mais plutôt pour son sous-sol, et a attiré un petit peu les États-Unis. Et bref, donc cette deuxième prise de conscience m'a fait se rendre compte que nous avons besoin de toutes ces énergies, ces matières premières. On rentre dans une période de crise. Et enfin, dernier point, lorsque nous considérons comment l'économie s'est développée depuis les années 80, c'est-à-dire énormément de création de dettes, aujourd'hui on dépense $3 ou $4 on crée 3-4 $ de dette pour créer $1 ou €1 de... On l'a parlé au début d'émission de la dette française, nous parlions que de celle-là. Qui est catastrophiquement élevée. Eh bien, on arrive vers une convergence de ces tendances lourdes qui, entre 2020 et 2025, du moins j'écrivais ça en 2011 et j'ai commencé à penser ça en 2005, nous amène dans des situations de crise, inflation, peut-être guerre, et plus s'y entendre, parce que malheureusement la liste des catastrophes potentielles est longue. Et donc j'ai commencé à cette époque-là à me préparer personnellement pour ma famille, mes amis, à réfléchir sur comment on peut avoir plus d'autonomie, plus de résilience, tout en gardant un pied dans le monde du travail, des affaires. Et c'est vraiment en 2011 où j'ai fait le saut avec l'écriture de... C'est en 2011 que vous avez abandonné... Non, vous continuez vos affaires ou pas très peu. Très peu. Très peu. D'accord. Bon, c'est aussi parce que j'ai un peu les moyens de ça, mais et que j'ai la chance que les livres se marchent très bien. Oui. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai un peu arrêté le travail, certainement salarié. Et puis j'ai quelques ventures par-ci par-là, mais sont relativement modestes par rapport à ce que j'ai fait. Et donc depuis 2011, vous vous êtes vraiment mis à ce travail d'écriture, de recherche et vous-même. Alors, je voudrais savoir, puisqu'on a parlé aussi, on avait parlé de cela et dans ce que j'ai lu, vous avez donc créé votre propre espace en Suisse. Je sais pas, c'est une ferme, c'est un... Oui, j'ai acheté une petite ferme avec un petit terrain autour, dans lequel pour le plus grand plaisir de mes enfants, ils étaient petits à l'époque, on a vécu et travaillé pas comme un agriculteur, pas comme un paysan, parce que
on fait ça de manière un petit peu artisanale, un petit peu locale. Et puis, bon, voilà, j'ai un travail intellectuel dans l'écriture et bien sûr quelques activités et les conférences à l'international à l'époque me gardaient un pied dans le monde entre guillemets moderne, parce que je ne suis pas contre la modernité, je ne suis pas contre la technologie, simplement essayer de trouver un équilibre un petit peu différent. Il se trouve que je suis en Suisse, dans un pays très sûr encore, ça va. Mais qui se dégrade comme beaucoup d'autres pays malheureusement, et nous voyons ces tendances nous rattraper aussi. Donc forcément, mon travail, c'est aussi de donner l'alerte. Alors il y a 11 ans, on disait mais non, il y aura jamais d'inflation, il y aura jamais de guerre, il y aura jamais de pandémie, etc. Statistiquement, on commence à avoir des risques qui augmentent. Et d'année en année, le public commence à comprendre que la tendance est comme je l'avais non pas prédite, non pas prophétisée, c'était une logique, c'était scientifique à la limite. Qu'on se demande, oui, c'est ça, ou jusqu'où mettre le curseur, jusqu'où pousser, et quelles lignes rouges sont franchies. On va en parler, on va entrer dans les détails de votre livre, dans les détails de tout ça, parce que beaucoup de questions sont là, et c'est vrai que c'est très important. On parle beaucoup, vous savez, de la fin du monde. Et est-ce que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde? C'est ça, c'est certainement la fin d'un monde. Ouais. Et mon souci principal ces dernières années était que, bien que de centaines de milliers de lecteurs me disent j'ai changé ma vie, j'ai bougé, j'ai quitté les grandes villes pour aller plutôt vivre à la campagne, etc. J'ai travaillé mon autonomie, mais tes livres me rendent angoissé, parce que maintenant je commence à imaginer des catastrophes, des guerres civiles, plein de choses qui sont pas impossibles, qui sont improbables. Exactement, au Mad Max. Et donc moi je leur dis non, mon objectif c'était au contraire par l'action et la préparation de se désangoisser. Et donc cet élément-là était un échec pour moi. Ouais. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu ce livre Survivre à la peur, qui est censé nous faire comprendre cette émotion. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Piero San Giorgio. Et puis avec vous aussi au 0826 300 300, peut-être vous voulez témoigner, poser vos questions à notre invité Piero San Giorgio aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le pape Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur ». L'écrivain Piero San Giorgio dit « survivre à la peur ». Effectivement, et c'est d'ailleurs tout le problème, et c'est très intéressant parce que vous posez plus qu'une question, vous avez fait des enquêtes et un essai là-dessus, c'est qu'on se dit parce qu'il y a toujours cette chose qui moi aussi me pose question, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui sont là, et les nier serait évidemment se mettre, faire l'autruche et avoir la tête dans le sable. Et d'un autre côté, il y a, je dirais, les trafiquants, les marchands d'Apocalypse, les commerçants de l'Apocalypse, qui vous disent, ça y est, c'est foutu, tout est fini, si vous ne faites pas, vous savez, ce que j'appelle le management par la peur. Bon. Et moi, c'est vrai que dans la vie personnelle, autant ça m'intéresse quand on pose les vraies questions de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la pollution ou au niveau de la raréfaction. Alors, deux questions. D'abord, effectivement, quand j'entends Greta Thunberg, j'ai pas tellement envie de suivre ça, parce que c'est très bien « how dare you », mais le trafic sur l'émotion ne suffit pas. Et d'un autre côté, la question que je vais vous poser par rapport à ce que vous dites, est-ce que quand même... est-ce qu'on n'a pas toujours, et je fais effectivement l'optimiste, peut-être exagéré, mais est-ce que la technologie, regardez par exemple, et vous le savez mieux que moi, Piero San Giorgio, d'abord on a beaucoup moins de pauvres qu'il y a 30 ans, la famine a reculé, l'espérance de vie a augmenté, enfin je parle au niveau des siècles, on peut pas dire qu'on est allé vers des régressions sanglantes. Alors, comment faire la part des choses entre effectivement ce qu'il faut développer, et vous me parlez du pétrole, mais regardez le pétrole, on disait, moi je me rappelle il y a encore 50 ans, j'écoutais que ce soit d'un côté c'était
m'appelle très bien, c'était la croissance zéro et les villes vont être absolument noyées. On vous le dit il y a 50 ans, regardez ce qui se passe. Les gens continuent à construire au bord des mers, je dis pas qu'il n'y a rien. Deuxièmement, je state the case, enfin je fais le cas, et que on disait c'est fini, puis on ne pourra plus rien faire, et puis on vous dit ne voyagez plus, ne faites plus rien. Et d'un autre côté, on a l'impression que le pétrole, il y a toujours, on en trouve effectivement, gaz de schiste ou pas, je ne discute pas de la valeur, mais on en trouve encore, il y en a encore, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois et c'est vrai que la population a plus que doublé ou triplé, mais on a l'impression que on trouve quand même des solutions. Et vous vous dites oui, mais attention, quelle solution et jusqu'où? C'est tout la vraie question entre les optimistes et les pessimistes. Oui, on trouve des solutions, d'autant plus si on est dans un monde libéral, parce que c'est l'inventivité humaine qui nous apporte des solutions. Néanmoins, on l'est de moins en moins, on est de plus en plus, hélas, dans un monde de plus en plus dirigé, et avec des économies un peu planifiées qui sont pas exactement des recettes de succès historiquement. Je fais remarquer, c'est vrai, on a des solutions, on a des capacités à trouver. D'ailleurs, je n'ai jamais dit qu'il y aura la plus du tout de pétrole, par exemple. Je dis simplement que le pétrole bon marché va commencer à se tarir, maintenant. D'accord. Mais par exemple, on a par exemple, vous parliez d'innovation. Il y a des cas dans l'histoire où l'innovation n'a pas sauvé les civilisations. Et il y a des civilisations qui s'effondrent. Ça arrive. Alors, pas toutes simultanément. Et j'ai étudié l'effondrement de la Yougoslavie, l'effondrement de l'Union soviétique, l'effondrement si on remonte plus loin à Rome, ou même des crises ponctuelles et géographiquement contenues, comme l'Argentine en 99, je crois, et quelques autres qui ont amené, ou la crise de la République de Weimar dans les années 20, qui ont amené à des bouleversements politiques, des bouleversements économiques, parfois des millions de morts par famine, etc. Donc, je n'appelle pas à la fin du monde du tout. D'abord, je ne souhaite rien du tout de négatif. Néanmoins, j'avertis sur des tendances qui peuvent nous apporter à des approches difficiles. Et la réaction qu'on a à ces annonces peuvent être angoissantes, effrayantes. Et cette peur est effectivement une émotion qui nous veut du bien, qui est là pour nous alerter. Elle nous fait réagir de manière instinctive à des dangers. Et on a tendance, parce qu'on est humain et on a un cerveau qui est capable de nous projeter dans l'avenir, à projeter ces peurs sur des événements futurs, réels ou imaginaires, qui nous créent des angoisses, qui s'ajoutent à tous les stress du quotidien, etc. Et ces angoisses, si elles restent durables dans notre vie, elles ont des effets délétères sur notre santé, sur notre psychisme, et même sur notre manière de réfléchir et simplement de profiter de la vie. Il faut être épicurien, il faut savoir être dans le carpe diem, jouir de la vie, mais aussi... Oui. Voilà, être prévoyant et... Mais Pierre Sangiorgio, n'y a-t-il pas, encore une fois, et c'est pas faire de la politique que de lire ça, quel que soit le pouvoir, droite, gauche, centre, haut, bas, est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté, vous le savez, de management par la peur, c'est-à-dire, on a envie de vous garder comme des gens dociles et des bons moutons, ayez peur du réchauffement climatique, ayez peur du Covid, ayez peur de Russie, Ukraine, etc., ayez peur d'eux. Et résultat, évidemment, la peur étant la chose du monde la mieux partagée, on se dit, oulala, je vais surtout pas bouger, et voilà. Vous auriez pu écrire la préface. C'est exactement ça, et depuis très longtemps, je me souviens d'avoir lu ça dans les écrits de César, la peur de l'ennemi, la peur de l'étranger, la peur de l'ennemi intérieur, la peur de la crise économique, etc., ont souvent été apportés et utilisés par les hommes de pouvoir, les politiques, pour... faire en sorte que la population les écoute, les suive, mais à condition qu'ils apportent une solution. Une solution qui parfois peut foirer, mais en général une solution. On disait, voilà, faites-moi confiance, je vais faire en sorte que l'ennemi extérieur soit maîtrisé ou battu, etc. Depuis quelques années, on nous amène peur sur peur sur peur, sans les solutions qui vont avec. On a même des débats politiques où chacun amène avec sa peur. Alors, l'un ou l'une arrive avec la peur. Et elle se juxtapose. Et personne n'arrive avec la solution qui va réellement résoudre ou qui pourrait résoudre raisonnablement la source de ces peurs. Et donc, nous sommes dans une sorte de spirale d'anxiété croissante, et encore une fois, qui s'ajoute au quotidien, au monde moderne, qui a des éléments stressants. On voit que lorsqu'on est sur une plage, du Sénégal
où pour Greta, elle ferait bien, notre amie Greta, elle ferait bien d'aller voir comment les enfants à qui on aura vraiment pour le coup volé leur enfance travaillent dans les mines de cobalt du Congo, où elle verra que c'est autre chose que Stockholm. Pour nous donner des voitures électriques. Exactement. Voilà. Donc lorsqu'on est quand même dans un pays relaxé au soleil, sans aller jusqu'à Dakar, ça peut être chez moi en Italie. C'est sûr que là, le stress, il se réduit. Mais dès qu'on revient dans notre train-train quotidien, vous avez quand même pas mal de trafic ici à Paris. C'est le stress quotidien, les petits chefs, le conjoint, les enfants. Voilà, c'est la vie. Mais constamment, cet effet de stress va avoir un impact sur notre psychisme, sur notre santé, qui va même nous faire prendre des très mauvaises décisions de vie. Alors justement, c'est le sujet de votre livre, on va en parler, mais je voudrais juste qu'on l'aborde un peu. Vous dites justement survivre à la peur. C'est bien, c'est le titre de votre livre et c'est le sujet. À votre avis, deux choses ici. D'abord, est-ce que le survivalisme n'est pas l'apanage des gens qui ont les moyens de survivre? Vous voyez, je ne parlais pas de vous, je parlais de Mark Zuckerberg qui s'est acheté un sublime bunker et je sais pas combien d'hectares à Hawaï et qui va faire un bunker de 5000 mètres carrés. Oui, c'est vrai, mais on est combien à avoir les moyens de Mark Zuckerberg? Oui, vous et moi prenons une assurance vie, une assurance incendie. Il y en a qui s'achètent des îles privées, comme mon ancien patron Larry Ellison, pas loin de Zuckerberg, à Hawaï, et qui creusent des bunkers dans lesquels ils reproduisent finalement le monde et le luxe dans lequel ils sont habitués à vivre. Bon, quand vous avez 100 milliards de fortune, en dépenser un demi pour ce genre de lubie, pourquoi pas? Après, je pourrais vous expliquer en détail pourquoi c'est une solution qui est un peu idiote, mais effectivement, après ça fait parler et les gens s'imaginent que pour s'en sortir, il faudrait pouvoir se payer des choses aussi exubérantes. Non, en réalité, les gens ne sont pas morts, même pendant les guerres ou même pendant des situations atroces parce qu'ils n'avaient pas de bunker. Il faut savoir être un petit peu roublard dans sa tête, il faut être un petit peu malin, il faut savoir feinter un petit peu, mais surtout il faut avoir accès aux besoins physiologiques de base qui sont... Alors justement, on va en parler juste après cette petite pause. Là, on va entrer dans le détail des détails. Piero Sangiorgio, je vais vous dire que voilà, moi j'ai envie, et on est des millions, qui ont envie de survivre sans avoir les moyens de se bâtir des bunkers ou des places fortes, etc. Qu'est-ce que moi je fais en 2024, moi habitant de l'Occident, sans vouloir mettre ma tête dans le sable, sans vouloir avoir peur, parce qu'on ne vit pas seul. Qu'est-ce que je fais? On va en parler. Non, on va en parler tout de suite après cette petite pause. Peut-être que vous nous appelez depuis votre bunker, peut-être que vous avez pris vos précautions. Appelez-nous 0826 300 300 pour témoigner et pour poser vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Survivre à la peur, Piero Sangiorgio aux éditions Culture et Racines. Alors Piero Sangiorgio, je ne suis pas Mark Zuckerberg, je ne suis pas Larry Ellison, je ne suis même pas Piero Sangiorgio. Comment je fais? Je vais dire voilà, moi je comprends qu'il y a un certain nombre de problèmes, d'essayer de vivre le plus sainement possible, d'essayer de diminuer son stress, mais je dois nourrir femme et enfants ou mari et enfants, je dois gagner ma vie, je suis dans le système, je n'ai pas les moyens de m'évader complètement du système, mais il y a effectivement des alternatives. Alors concrètement, quelle pourrait être une alternative pour, je ne dirais pas le plus grand nombre, mais pour en tout cas un certain nombre de millions de gens qui ont envie d'avoir autre chose ou de vivre autre chose? Alors moi j'ai toujours une approche du fait de mon éducation francophone, française, d'abord de comprendre un problème, l'analyser, comprendre les tenants, les aboutissants. Donc qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les supermarchés qui sont remplis de nourriture, eh bien, en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, pourraient se vider. C'est arrivé de manière ponctuelle en 2020, c'est pareil pour l'électricité, etc. Et donc, il faut répondre à ces besoins physiologiques que nous avons tous, dans l'eau, la nourriture, eau propre, potable, nourriture. Et on peut commencer, et ça c'est important de manière pragmatique, de manière toute petite, sans planifier le bunker à 500 millions. Commencez avec, lorsque vous faites vos courses pour 50 € pour la semaine ou pour la journée, ça dépend des endroits. En Suisse, c'est un café presque, mais de prendre un petit peu de nourriture supplémentaire que vous mettez de côté. Évidemment, pas périssable, des conserves, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas la nourriture la plus saine du monde,
Mais vous la mettez de côté, vous la mettez dans une armoire, un placard. De votre côté, ouais. Et puis vous réfléchissez comment vous allez la cuire. Est-ce que vous avez un réchaud à gaz? Peut-être que vous gardez chez vous un peu d'eau pour faire cuire. Parce que des gens me disent, j'ai acheté plein de pâtes. Est-ce que tu as de l'eau pour les faire cuire? Ah non, j'ai oublié. Ah ben voilà. Et si l'eau est dégueulasse ou qu'il n'y en a pas, bon, vous avez la Seine, ici ça va, c'est tout près. Mais est-ce que vous avez des récipients pour aller chercher l'eau? Est-ce que vous avez des filtres, etc. Ce sont des petites choses toutes simples, qui sont peu onéreuses et que vous pouvez faire. Et ça vous rassure. C'est comme une assurance vie, c'est comme une assurance incendie. Vous ne souhaitez pas que ça arrive, mais vous la prenez quand même au cas où. Et après, vous travaillez parce que ça, ce n'est pas c'est de la résilience pendant un certain temps, mais ce n'est pas de l'autonomie. L'autonomie s'ajoute par-dessus. Au-delà des réserves. Comment on essaye de bâtir cette autonomie? Bien d'abord, c'est les connaissances, c'est comprendre de quoi nous avons besoin et quelles sont les compétences que nous devons acquérir pour, par exemple, même en ville, faire un petit potager urbain, mais même minuscule pour commencer. Apprendre à avoir ce pouce vert qui peut-être plus tard vous amènera, en cas de crise, comme pendant la guerre, à planter des topinambours sur les plates-bandes dans les stades et au bord des rivières et dans les terrains vagues. Certes, la population est beaucoup plus nombreuse que pendant la guerre, par exemple, mais ce sont des étapes, ce sont des étapes mentales surtout. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir tous les préparatifs possibles pour la nourriture, l'eau, l'énergie, se chauffer, les liens sociaux et se défendre. Si nous n'avons pas maîtrisé notre mental et donc nos réactions face aux peurs et face aux dangers qui, dans ce cas-là, sont là et qui seront très stressants. Nous l'avons tous vécu probablement dans les tout premiers jours du confinement du Covid. Tout d'un coup, on avait une grosse question. On voyait les gens se ruer sur le papier toilette, etc. Un peu à la dernière minute. Mais on s'est tous posé ces questions en disant, et si ce truc durait longtemps? Et bon, moi j'étais prêt dans mes montagnes, mes amis m'ont rejoint, etc. On était tous un peu, mais on avait quand même du stress. Et ça m'avait forcé à ce moment de dire, non, mais je dois mieux travailler cette réaction au stress et donc à la peur et à l'angoisse. Parce que si on perd nos moyens, nos préparatifs ne servent à rien. Bien sûr. Donc il y a un préparatif psychologique, mental à cela. Mais par exemple, pour aller vers l'autonomie, est-ce qu'il faut les autres? Est-ce qu'à votre avis, un certain avenir ou une certaine alternative, disons, est dans une espèce de réunion collective, non pas un kolkhoz ou un sovkhoz ou un kibbutz, mais quand même de réunir des énergies et de faire en sorte qu'il y ait des synergies, des complémentarités? Alors, on a autant d'approches que d'avis et d'individus. Moi, je crois que oui, je crois qu'on a besoin des autres parce que nous ne pouvons pas être spécialisés dans tout. Moi, je sais pas fabriquer des chaussures en cuir, par exemple. Ouais. Mais j'ai d'autres compétences, des amis proches en ont encore d'autres. Et de toute façon, l'idée, c'est pas de remonter à un monde médiéval ou que sais-je. L'important, c'est déjà de tenir une période difficile, etc. Non. Bon, un jour peut-être, mais pour l'instant, on a quand même encore des technologies, de la communication. Simplement, nous faisons face aux résultats de décennies d'individualisme de plus en plus forcené, qui s'est accentué d'ailleurs avec le Covid, puisque maintenant on a le cinéma, la nourriture livrée à la maison, tant que ça fonctionne. Et donc on a finalement un confort qui est d'une part une facilité et d'autre part qui nous rend addict, qui nous rend accro ouais. à cette facilité, à ce confort avec les écrans dans tous les sens. Combien de gens ont des amis sur les réseaux mais n'ont plus d'amis en vrai? C'est terrible, c'est triste parce que c'est avec les mais je n'aime pas. Je suis un bon vivant. Moi j'aime la bouffe, les femmes, les amis, sortir, rigoler. Et depuis toujours. Donc, on n'est pas on est dans une sobriété, certes, on espère heureuse, mais tranquille. On va pas non plus. On n'est pas des Spartiates qui se préparent à la guerre. Non, bien sûr. Encore que aujourd'hui. Mais donc ce que vous dites en fait quelque part, Piero San Giorgio, vous dites en fait augmenter son champ d'autonomie. C'est-à-dire pas se dire je vais dépendre de l'ubérisation, je vais dépendre de ceci ou de cela. Je vais essayer en tout cas, je dirais pas d'avoir mes propres ressources, c'est vrai, on n'est pas, les enfants des villes sont pas habitués à ça, ils sont habitués à se faire servir, enfin moi le premier, et puis d'autres, quand je dis se faire servir, on a tout à côté, on se dit bon, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Vous vous dites, oui, mais ça peut arriver, donc préparez-vous. Oui, c'est pour ça que je dis il y a autant de solutions que d'avis, parce que
il y a des gens qui ont fait ça dans le passé. Dans les années 70, on allait faire du fromage de chèvre dans le Larzac ou que sais-je. Il y a eu des mouvements. Les communautés. Absolument. Vous parliez tout à l'heure des communautés. On parlait en off des kibbutz, etc. Ce sont été des mouvements qui avaient des choses intéressantes, des choses dont on peut encore apprendre. Mais à chacun de faire ce qu'il veut. Beaucoup de gens, on a vu pendant le Covid, ont fui les grandes villes parce qu'ils avaient les moyens et ils sont allés dans leur petite maison secondaire ou grande maison secondaire dans les campagnes. Mais ça, c'est pas de l'autonomie, c'est déjà une étape, c'est déjà... Ou même retrouver leurs parents s'ils n'avaient pas, leurs parents ou des familles, des cousins, même s'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une maison. D'où l'importance du lien, d'où l'importance de la famille, d'où l'importance de l'amitié, qui sont des choses simples, des choses qu'on a tous la capacité de mettre en place, qui coûtent normalement pas d'argent. Quelques cadeaux de temps en temps, qui sont généralement en réciproque, mais on doit redécouvrir l'être humain que nous sommes, qui a besoin de l'autre. Nous ne sommes pas faits pour être des individus forcenés. On doit. Après, moi, je suis un solitaire, par exemple. Moi, j'ai un caractère de solitaire. Je suis très sociable, mais j'ai un caractère solitaire. J'aime bien être tout seul. Pendant le Covid, j'étais aux anges. J'étais content d'être chez moi avec ma famille et de voir personne. Mais la plupart des gens ont besoin. Chacun un tempérament. Bien sûr. Son tempérament, absolument. Je crois que nous avons des auditeurs qui voudraient s'exprimer. Oui, c'est Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Di Borgo, bonjour. Oui, monsieur Di Borgo... San Giorgio, excusez-moi. San Giorgio. Ouais, dites-moi. Allez-y, Philippe. Okay. Votre courant est plutôt un courant Samuel Huntington, le choc des civilisations. Moi, pour ma part, je rentre un petit peu dans le sujet très vite. On a des problèmes, on va dire, de civilisation. C'est plutôt action-réaction. Moi, je serais plutôt pour le deuxième amendement de la Constitution américaine et la NRA. Avoir des armes et les utiliser, c'est ça? Oui, au même titre que la Suisse, dont vous connaissez bien la culture. Oui. Francis. Et moi, je suis pas du tout du genre en tout cas, de la réflexion de Fukuyama, la fin de l'histoire, pas du tout. Mais on a un gros problème. André a déjà reçu quelqu'un d'éminent. C'est le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Blaclair. On a une ingérence islamiste et une déstabilisation des démocraties occidentales. Et là, on est confronté directement à un choc de culture. Et qu'est-ce que vous vous proposez? Parce que là, on est devant un fait accompli. Oui, ce que vous voulez dire, Philippe, c'est qu'il y a ce que décrit Piero San Giorgio et le problème de l'environnement et le problème, parce que c'est ça le sujet de son livre, et vous dites, mais est-ce que vous ne faites pas l'impasse sur les chocs de civilisation ou pas? Piero San Giorgio. Deux choses. Alors, sur la défense, c'est un des éléments sur lesquels on peut se préparer. Dans le cadre de la légitime défense, je précise, et parce qu'en Suisse on est très armé, mais on les utilise très 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 peu, même quasiment jamais, et fort heureusement. Et c'est peut-être lié. Deuxième point, effectivement, les changements de culture dans un pays, les changements même de population, par différents phénomènes de migration et de taux de reproduction différents d'une ethnie à l'autre. De démographie, oui. On doit voir les choses et les appeler comme elles sont. Elles sont créatrices d'angoisse. Elles sont créatrices d'angoisse d'ailleurs pour tout le monde, pas seulement pour les nouveaux, comme pour les anciens. Maintenant, j'essaye d'écrire des livres qui tiennent compte de ces problèmes, mais qui sont aussi lisibles par des gens de toutes les cultures. Je suis traduit en arabe, en turc, etc. Donc, j'essaie d'être, systématique dans mon approche, plus que par rapport aux problèmes qu'il y a en France, ou en Angleterre, ou aux Pays-Bas, ou en Allemagne. Cela dit, tout pays qui voit un changement important de sa population, et par exemple, prendre un exemple un peu exotique, entre guillemets, le Maroc a les mêmes problèmes qu'en France, sauf qu'on n'en parle jamais, mais au Maroc, ils sont remplis de migrants. Par exemple. Africains, d'Afrique subsaharienne. Et qui posent des problèmes sociaux, parce qu'en plus, il n'y a pas le filet social comme vous l'avez développé en France. Et donc, nous avons partout ces problématiques qui, dans le cadre de mon sujet aujourd'hui et dans ce livre que j'ai écrit, sont des éléments stressants, angoissants, parce que dans la réalité, il y a une augmentation de l'agressivité, des agressions, des crimes, ce qu'on appelle les incivilités, mais c'est plus que des incivilités, c'est extrêmement violent, c'est même de l'ultra-violence par moment.
Et les statistiques ne mentent pas. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose de très juste par rapport à la vie qui s'est améliorée absolument depuis la fin des années 90. La santé, la pauvreté a baissé dans le monde, etc. Mais depuis quelques années, on voit une inversion des courbes. Pas partout, mais particulièrement en France, en Angleterre, dans quelques pays, au Royaume-Uni, on a une inversion de la courbe, notamment dans la violence, chose qui rend... qui rend un chercheur comme Steven Pinker qui a écrit sur l'augmentation de la paix dans le monde, qui invalide cette analyse, qui dit voilà, les courbes changent et on a une augmentation, comme d'ailleurs Laurent Berton qui a écrit ma préface en parlait déjà dans France Orange Mécanique, on a une inversion de la criminalité qui monte en flèche. Et donc on doit y faire face. Mais c'est vrai, Pierre-Gian Giorgio, juste pour prolonger cette discussion, c'est vrai que par exemple aux États-Unis, phare et parangon du progrès, de la technologie, etc., la population diminue. Il y a une obésité, des crises d'obésité. L'espérance de vie diminue, tout à fait. C'est ça. La population, elle augmente très fort en ce moment, du fait des nouveaux arrivants. Mais absolument, vous avez raison, l'espérance de vie, elle décline d'une demi-année chaque année. C'est énorme pour un pays développé. Mais au fond, c'est intéressant parce que ce problème de la survie, il a été effectivement, c'est ça qu'il a été un peu caché, ou en tout cas peut-être un rideau de fumée, par les prophètes d'Apocalypse dont on parlait, parce que voilà, c'est fini. Moi, j'ai été très très frappé par le phénomène des sectes, enfin que vous connaissez. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Et au fond, comment empêcher, je sais que ce n'est pas, vous posez pas du tout en gourou, mais quand même, comment empêcher effectivement, parce que, oui, la question que je voulais vous poser, vous n'avez pas songé à entrer, je dirais, quand je dis en politique, à faire une formation, à aller plus loin, puisque vos livres ont le succès qu'on sait, vous n'avez pas eu envie de rentrer, je ne sais pas, de faire un parti, une Europe Écologie, pas les Verts, mais autre chose? Aïe. Est-ce que vous avez eu cette tentation, franchement? Plus jeune, peut-être, mais je pense que j'influence un peu plus par mes livres, et je suis très de tendance libertarienne, presque anarchiste, si ça existe, anarchiste de droite, mais je suis ni de droite ni de gauche, mais je suis plus anarchiste et libertarien, avec un petit L, on se modère, mais la politique me semble en ce moment très très compliquée. En plus, on voit des profils très étranges qui sont portés au pouvoir de plus en plus. Des profils qui ne me correspondent pas, ni éthiquement, ni même dans mes mœurs personnelles. Ça me paraît difficile. Maintenant, tout est politique, et comme on dit, la politique s'intéresse à vous au bout d'un moment. Donc, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'occupe de vous. C'est ça, je crois que c'est Platon donc ça date pas d'hier. Et c'est vrai que malheureusement, on a besoin. Alors, j'ai la chance en Suisse d'avoir encore un système qui fonctionne par démocratie directe. Mais même celui-ci commence à être. On voit des lois poussées et votées par le peuple qui sont ignorées, qui ne sont plus appliquées. Même en Suisse. Même en Suisse, on a voté l'expulsion de criminels étrangers. Elle n'a pas été appliquée jamais. C'est étrange pour une démocratie directe. Donc, on voit qu'il y a une voilà, les gens qui appliquent les règles qui devraient appliquer les règles décident de ne plus les appliquer, quand bien même c'est le peuple qui est souverain. Donc on a des cas de, voilà, on est en train de changer de monde. Et je crains que ça va être une transition difficile. Alors justement, comment concilier ce que vous prônez, effectivement, je vais dire vaincre la peur. Survivre à la peur, et on va en parler juste après cette petite pause, et comment prôner cette espèce de, faut le dire quand même, de globalisation, de gouvernement mondial qui essaye tant soit peu se mettre en place. Est-ce que, parce que d'un côté on pourrait dire, mais écoutez, ce serait pas mal d'avoir une autorité dans la bonne direction, qui dirait voilà les règles qu'il faut faire, etc. Et en même temps, on constate cette espèce d'extraordinaire multipolarité dans tous les domaines qui est en train de survenir aujourd'hui. Enfin, déjà depuis des années. Et justement, par rapport à votre livre et par rapport à à ce que vous défendez, comment faire par rapport à l'environnement? Quand je parle d'environnement, l'environnement socialo-politico et géopolitique. Voilà, on va en parler peut-être juste après cette petite pause. Oui, après cette petite pause, vous aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Piero San Giorgio, effectivement, survivre à la peur. Survivre à la peur avant que la peur ne nous envahisse et ne nous tue elle-même. Et justement, on parlait hors antenne, Piero San Giorgio. Au fond, vous avez parlé d'autonomie, vous avez dit voilà, on commence par des gestes un peu simples, même très simples, mais on acquiert, si vous voulez, un peu d'autonomie. Et vous dites aussi, vous avez dit, effectivement, on ne peut pas faire l'autonomie si dans l'esprit on n'est pas autonome, si on n'est pas autonome dans son bon. Mais comment faire justement pour concilier cela et la volonté collective, encore une fois, de part et d'autre, je ne parle pas ni de gauche, ni de droite, ni de l'Est et de l'Ouest, d'un certain nombre d'autorités qui veulent formater, qui veulent cadenasser, qui veulent mettre l'humanité en tableau Excel. Mais en fait, l'indépendance, c'est la non-dépendance, et donc c'est ne pas être tributaire, ne pas être dépendant de cette volonté de nous normaliser, de nous contrôler, nous rendre sujets, soumis, notamment avec des techniques qui nous effraient, qui nous font peur. Ça, c'est très courant. Moi, je raconte dans mon livre, c'est une petite anecdote personnelle, mais ma maman a fait une erreur d'éducation très importante quand elle était jeune, mais je la salue. Mais pour que j'aille dormir le soir, quand j'étais tout petit, elle me disait, si tu vas pas dormir, il y aura un aigle, je sais pas pourquoi, mais un aigle va venir te bouffer. Je sais pas, peut-être c'était l'histoire de Prométhée, je sais pas. Ah oui, carrément le danger. Quoi. Oui, et donc forcément, ça terrifie, donc on n'a pas envie de dormir, on se dit, mon Dieu, et puis dès que j'entendais du bruit dehors dans les volets qui bougeaient par le vent, j'étais terrifié par cet aigle, mais je devais avoir 2-3 ans, j'étais tout petit. Mais vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Donc c'était pas une bonne technique. Donc je la préconise pas. Et donc voilà, mais l'effet peut être inverse de ce que l'on recherche. On peut terroriser une population et finalement on la pousser à se soulever et à se révolter. Ce qui serait évidemment l'objet contraire. Mais vous avez raison lorsque vous parliez tout à l'heure de normalisation, de dépendance et de formatage, contrôle social à la chinoise, etc. Plus on est indépendant, moins on est plus on peut s'en passer. On peut imaginer, par exemple, ces prochaines années, alors on fait des scénarios, donc c'est des conjectures, on peut très bien imaginer des faillites bancaires massives, et où l'État, ou l'Union européenne, ou les États-Unis en Amérique du Nord, vont nous dire, bon écoutez, vous avez perdu tout votre argent, vous avez perdu tout votre avoir, ne vous en faites pas, on va vous les remplacer avec une nouvelle monnaie, qui va compenser votre perte, qui va être une monnaie digitale des banques centrales, on en parle de plus en plus, et donc vous êtes renfloué, mais attention, cette nouvelle monnaie, elle a des règles. Donc soit vous perdez tout, soit on vous renfloue, mais cette monnaie, mais avec des règles. Mais cette monnaie, elle a des règles. Elle a des règles dans le temps, elle a des règles de ce que vous pouvez ou pas, au terme de distance, en termes de géographie, que ce que vous pouvez dépenser. Elle a des termes en disant, ah ben non, monsieur San Giorgio, vous êtes un petit peu en surpoids ces derniers temps, vous avez pris 10 kilos pendant que vous écriviez votre bouquin, c'est vrai. Donc pour vous, plus de sucre, plus de gras, plus rien. On peut imaginer. Sinon, vous n'avez pas d'argent. Ah, sinon, vous pouvez pas le dépenser. Et puis même lorsqu'on va acheter dans le magasin, ils ne vont pas nous livrer le bon morceau de gras, l'agneau qu'on a acheté, et ils vont nous dire non, pour vous c'est que de la salade pendant 2 mois maintenant, et parce qu'on a votre rapport médical, etc. On peut imaginer ce genre d'utopie ou de dystopie. Déjà, on a vu en Chypre et au Liban, les gens, c'est votre argent, et vous dites, vous allez prendre 200 euros, $200 par mois. Tandis que l'agneau que mon voisin fait dans ma ferme et qu'il me donne une fois par an, et les pommes de terre que je fais pousser, que je mets en terre en ce moment même, et ainsi de suite, là ça va être déjà un peu plus compliqué de venir les chercher. C'est vrai. Donc voilà, c'est un exemple minuscule de différence de dépendance. Alors, ça m'empêche pas d'être sur Internet, ça m'empêche pas. Je ne vis pas comme un troglodyte. Il y a pas de mal à être troglodyte, mais je ne. Oui. J'étais à Soissons l'autre jour, j'ai découvert qu'il y en a des troglodytes en France. Donc et c'est des gens parfaitement charmants. À l'époque, vous ne voulez pas retrouver la lampe à huile. Enfin, pas du tout. Pas votre. Bien que j'en ai. Oui. Alors j'ai des lampes à huile au cas où, c'est ça. Et il m'arrive de temps en temps, alors j'ai pas besoin de les utiliser puisque j'ai des lampes torches en cas de coupure d'électricité, mais 2-3 fois par an, j'aime, à cause de la neige, dans les montagnes, on a des coupures d'électricité, et puis on passe au mode lampe à batterie, quoi. Mais bref, on a de la redondance. Et cette redondance nous rend, encore une fois, indépendants, donc non dépendants de... Donc l'idée pour vous, de base, c'est
d'étendre le champ des possibles et d'étendre le champ de l'innovation, de l'indépendance, c'est ça. Au fond, c'est ce que l'être humain a toujours essayé de faire depuis qu'il est sorti de sa savane ou de sa grotte, de dire mais au fond j'aimerais bien avoir un avion pour aller à Ibiza ou un missile hypersonique pour foutre sur la gueule du voisin. Bref, on a toujours eu cette volonté d'étendre notre possibilité, d'asseoir notre sécurité, notre prospérité, notre défense. Et il faut penser aux limites. C'est ça. Et dans le cadre des limites qui nous sont, alors certaines nous sont imposées par la nature, par la planète, d'autres nous sont imposées par la décence commune qu'on espère pouvoir garder ou développer, et d'autres, elles nous sont imposées par peut-être aussi la crainte du voisin. Et là, la peur, elle est utile. C'est que voilà, moi en Suisse, tous mes voisins sont armés, donc je vais pas faire le couillon avec eux. L'autre jour, petite anecdote rigolote, mais enfin, un de mes chiens a malheureusement tué le chat d'un de mes voisins, et c'était le choix préféré de sa fille qui a vécu 16 ans avec, un vieux chat de 18 ans. Enfin. Et je me suis dit, ça y est, le voisin, maintenant, le père, il va être fâché, il va venir tuer mon chien. Ça se fait dans les campagnes, ce genre de choses. Oui, et donc, j'ai décidé par avance que s'il allait le faire, je n'allais rien dire et j'allais ignorer le problème. Voilà. S'il tue mon chien, c'est pas grave. Alors, c'est un choix. Mais en même temps, je valorise plus. Et à la fin, il l'a pas fait. Parce que probablement, lui, il s'est dit, si je me venge du chat de ma fille, il va tuer mon autre chat. Et ainsi de suite. Donc, non, j'allais rien faire. Mais il pouvait pas savoir que j'allais rien faire. Donc, on n'en a même pas parlé. Et donc, finalement, on a cet accord tacite étrange c'est un peu une application de la théorie des jeux, où finalement, lui n'a rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Mon chien, maintenant, n'est plus dans cet endroit-là, parce qu'il est ingérable par rapport, c'est un chien de chasse. Il a décidé qu'il n'aime pas les chats, voilà. Et donc, c'est un exemple d'application de cette paix mutuelle et de ce respect mutuel tacite, absolument. Et à la fin, ça crée la paix. C'est un très bel exemple de sagesse aussi. Enfin, je veux dire, la sagesse qu'on peut s'appliquer à soi-même. Et eh bien, Piero San Giorgio, lisez ce livre, vraiment Survivre à la peur, parce que la peur, c'est peut-être la plus mauvaise des conseillères quand on ne sait pas l'utiliser. Merci Piero San Giorgio d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, Survivre à la peur, aux éditions Culture et Racine. On se retrouve demain entre midi et 14h avec André Berkoff. Et tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.